Ça a été effleuré par pas mal d'intervenants sur cette matinée. Comment accompagner aussi le déploiement du digital sur le volet de la formation, que ça soit vers les professionnels de santé, mais aussi vers les nouveaux métiers dans la santé en général. Donc là, Alain va nous éclairer aussi avec son prisme au travers de son activité. Donc merci d'être là. Alors, du coup, Rosie, il y a une actualité qui est assez importante sur la formation numérique en santé avec le programme France 2030 qui a annoncé les 14 derniers lauréats compétences et métiers d'avenir. Donc c'est bien que l'État s'intéresse au sujet de la formation et se dise, bah, tiens, finalement, comment je peux l'intégrer dans le cursus de formation des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, etc. Parce que finalement, ils ne sont pas très formés aujourd'hui aux outils digitaux numériques. Oui, oui, oui. Donc effectivement, le programme France 2030, un des objectifs, c'était de former les étudiants et les professionnels à la santé numérique. Et donc, ça visait différentes filières, notamment les filières santé, les filières du droit et les filières scientifiques. Et donc, tout organisme de formation, dont les universités, pouvait donc déposer un projet pour proposer, implémenter la formation en santé numérique au sein de leur établissement. Et donc nous, à l'université Paris-Cité, on a déposé le projet DigiHealth Paris-Cité. Et donc nous, on a choisi de cibler les étudiants et les professionnels en santé, mais aussi les étudiants et professionnels de filières scientifiques, notamment informatique et mathématiques. Et donc, on s'est allié d'un consortium de 7 partenaires qui ont une expérience reconnue dans la santé numérique afin de pouvoir proposer une formation d'excellence et basée sur l'innovation. Et donc, ce consortium donc, de 7 partenaires, donc on a des organismes de formation tels que l'ENSAM ou l'école d'ingénieurs EPITA. On a un partenaire public, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui va nous aider à mettre en place des terrains de stage innovants en santé numérique, et puis aussi qui va pouvoir nous apporter des jeux de données patients anonymisés, notamment pour tout ce qui est formation aux techniques d'intelligence artificielle. Et puis on a nos partenaires industriels, avec notamment CGDIM, qui a une expertise reconnue dans tout ce qui est logiciel métier, dossier patient. C'est quand même le cœur du métier des professionnels de santé aujourd'hui. Tricky pour son expertise en jeux sérieux. Decidoc pour son expertise en termes de plateforme de diffusion des contenus pédagogiques. Et Santé Academy, qui est spécialisée donc dans des formats un peu ludiques et d'e-learning. Et donc, chacun de ces partenaires va être un atout pour pouvoir mettre en place une formation innovante et d'excellence. Et alors, du coup, c'est combien d'étudiants qui vont être formés et dans quelle discipline sur ce sujet? Alors, on table sur 30 à 40 000 étudiants et professionnels de santé. Donc sur la partie vraiment santé, on s'intéresse vraiment à toutes les filières santé, hein. C'est un projet porté par la fac santé, c'est pas qu'une UFR de médecine, c'est vraiment la fac santé. Donc aussi bien la médecine, la pharmacie, l'odontologie, la rééducation, les infirmières. Donc voilà, donc on espère former. Enfin, l'université Paris-Cité, c'est quand même une université, une des plus grandes en France pour tout ce qui est étudiants en santé. Donc voilà, on espère arriver à former tout ce monde-là, sachant qu'il y a différents niveaux de formation. Il y aura un tronc commun pour dispenser les formations, je dirais, les compétences génériques en santé numérique, hein, la cybersécurité, le dossier patient, le système d'information. Et puis on aura différents niveaux avec un niveau d'approfondissement et un niveau expert. Et dans les niveaux experts, on espère aussi, c'est pas on espère, on va le faire, on va former les futurs leaders de la santé numérique, aussi bien au niveau santé que sciences, on l'espère au niveau national et international. Et du coup, Nicolas, alors les professionnels de santé, comment est-ce qu'ils perçoivent, eux, ces outils? Sont-ils prêts à mieux et plus se former au digital? Alors,
que ce soit en formation initiale, parce que vous voyez quand même passer beaucoup de jeunes étudiants en médecine, internes, etc., ou en formation continue. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser aussi pour alimenter le programme porté par Rosie en professionnels et les accompagner tout au long de leur carrière? Peut-être là-dessus deux, trois commentaires. Merci beaucoup, David. Première chose, il y a dans la jeune génération de soignants, de médecins en particulier, mais pas seulement, un intérêt, un appétit. Enfin, Dieu merci, les jeunes générations ne nous ont pas attendus pour se saisir de ces sujets-là. Je donne un exemple, il est assis au premier rang, ça le culpabilisera un peu, mais j'ai en face de moi un jeune et brillant cardiologue qui se trouve à avoir de sous contrôle, appris longuement à coder pendant tes études de médecine et à avoir déjà cette double dimension-là. Donc on a cette chance d'avoir aujourd'hui un certain nombre de soignants qui sont déjà en train de prendre ces sujets-là. C'est un premier commentaire. Ça n'enlève absolument rien à ce que vient de dire Rosie, c'est-à-dire il y a aujourd'hui un intérêt montant, il y a un certain nombre d'endroits où ça va plus vite. Pour autant, il n'y a rien de systématique, il n'y a rien d'organisé, y compris parce que les modèles ne sont pas encore construits. C'est-à-dire qu'on est au début de l'histoire. Ça, c'est assez évident. Donc, on a besoin à la fois de pouvoir construire une offre de formation structurée, ce que font les universités en partenariat avec nous, et on en est très heureux. Et on a besoin aussi de construire des modèles. Et ce qui m'amène à mon deuxième commentaire, qui est de se dire, aujourd'hui, comment on prend ces sujets-là? On a tous une difficulté, c'est qu'on est dans la phase de transition pénible et dure de l'émergence du numérique. C'est-à-dire tout le monde voit les inconvénients, et les avantages ne sont pas vus, soulignés, perçus, et parfois ils ne sont pas réels. Voilà. Et donc on est à ce moment-là qui est un peu difficile, un peu pénible. Et puis au-delà de ça, quand vous regardez un peu à l'échelle internationale, qu'il y a plein de littérature grise pour vous dire que les docteurs détestent leur dossier patient partout dans le monde, quel que soit le dossier patient, quelle que soit sa qualité. Derrière ça, il y a l'intégration de ces outils, comment à un moment ils sont perçus positivement, c'est une question. Troisième, dernier commentaire, parce que je suis trop long et chacun le sait, y compris toi, David. J'ai trouvé mon maître. Ouais, je sais. Bon, parfois, tu me dépasses quand même, allègrement. Bref, mais... Je suis flatté. On voudrait faire une matinée tous les deux, en fait. Bref, mais je trouve que une des choses qu'on peut faire et qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est aussi simplement de se dire comment on fait en sorte que, d'une part, de faire des pilotes qui marchent et qu'on étend, et d'autre part, de permettre à un certain nombre de soignants presque de tomber sur les outils numériques. Je donne un exemple qui était dans le service de cardiologie où est toujours Nathan. Il se trouve qu'à l'Hôtel-Dieu, on a un très gros projet de partenariat avec 5 startups, dont Easings. Donc on a lancé dans ce cadre-là un appel à projet interne sur un usage de balance connectée, que ça nous a amené à nous rendre compte qu'au service de cardiologie, il y avait un projet pour aller avoir du suivi de patients hypertendus chez eux, porté par une infirmière tout à fait remarquable. Et dans ce service, personne n'avait jamais imaginé qu'on puisse utiliser un tensiomètre connecté pour faire ça. Ils cherchaient des tensiomètres classiques. Et on a eu la discussion, et donc comme on était en relation avec Withings, du coup on a fait le lien avec Withings. Et au début, on a fait le projet prévu avec un tensiomètre normal, avec un tensiomètre connecté. Et ça a amené progressivement, et assez vite en fait, le service en question à se dire, en fait, ça peut être intéressant. Donc du coup, on a monté un deuxième projet qui exploitait le tensiomètre connecté. Et on n'a même pas encore eu le temps de le déposer, qu'ils en avaient déjà déposé un troisième, qui avait pour vocation de proposer que tous les centres experts en hypertension artérielle à l'échelle nationale utilisent des tensiomètres connectés Withings pour suivre leurs patients. Donc, ce que je donne comme exemple derrière, c'est que une des choses qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de créer des occasions un peu organisées et un peu intelligentes à des soignants de se saisir de ces outils-là pour prendre juste conscience du fait qu'ils sont arrivés, ils sont là, ils ont un niveau de maturité qui est suffisant, et qu'on peut commencer à construire des choses. Voilà. Mais cette première occasion-là, il faut la construire, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à l'Hôtel-Dieu en particulier, qui est d'essayer de créer ces occasions et de bâtir là-dessus. Et alors du coup, toi Alain, tu vois aussi, on va dire, la vue patient, notamment au travers des personnes âgées qui sont souvent des gros consommateurs de soins. Et la santé, on le sait, elle va de plus en plus vers le domicile.
que ça soit en prévention, en assistance, en soins. Et du coup, vu de ta lorgnette, de celle de Tunstall, donc le digital, c'est de plus en plus un prolongement vers le domicile et le patient. Mais comment vois-tu le sujet de la formation auprès des patients et des personnes âgées aidées, et personnes âgées aidées, pardon. Et le corollaire de ça, c'est aussi les personnes âgées aidées, donc des nouvelles professions autour du domicile. Et comment est-ce qu'on accompagne la formation de ces nouveaux métiers d'accompagnants, d'aidants est-ce qu'ils deviennent aussi des aidants digitaux, en plus d'être des aidants de soins ou de vie? Longue question, dis donc. Nous, on installe des dispositifs de téléassistance et de santé connectés au domicile, mais si je reste tout simplement sur la téléassistance, on a fait le choix depuis longtemps d'aller installer au domicile avec des installateurs salariés et formés, parce que c'est pas tant la technicité de la solution qu'on va installer au domicile, mais que c'est la personne chez qui on l'installe, elle se sent en sécurité et en ait compris l'usage et elle ait envie de l'utiliser une fois qu'on quitte le domicile. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et on voit en plus que dès qu'on met des solutions un peu numériques, un peu plus complexes, ne serait-ce qu'une tablette, je rappellerai qu'un tiers des plus de 60 ans ou plus sont en situation d'électronisme, et je crois que c'est 50% pour les plus de 75 ans. Donc si vous vous contentez d'une formation et vous laissez la personne utiliser l'outil, vous avez de grandes chances qu'elle finisse dans un tiroir. Donc nous, on a de la chance, on a une centrale d'écoute connectée 24 heures sur 24, donc on peut répondre aux questions de la personne, mais surtout on peut rappeler et faire des appels sortants pour susciter l'utilisation de la solution. Répondre aux questions, faire utiliser, essayer de lever les freins. Voilà. Et donc ces deux piliers qu'on a, qui sont donc des personnes formées à discuter avec les personnes âgées, à comprendre comment elles s'expriment, à les former. Et cette centrale d'écoute 24 heures sur 24, c'est aujourd'hui des compétences que certains, peut-être ici, viennent chercher. Parce que quand vous avez des solutions numériques, je dirais le dernier kilomètre, c'est le plus compliqué. Et nous, on est en capacité, et on nous le demande de plus en plus, même des gros acteurs, d'aller installer et former l'aidant et l'aider au domicile sur les technologies et de le suivre dans le temps, de faire le suivi de niveau 1. Donc ça, c'est important, parce que là, on couvre toute la chaîne. On va former les professionnels de santé, en tout cas au niveau académique. On va les accompagner dans leur lieu de profession. On va aussi accompagner les patients, les utilisateurs de ces services. Donc, il faut vraiment accompagner l'ensemble de cette transformation. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, Rosie, qu'il faut créer des nouveaux métiers dans la formation pour penser global comme ça? Et on n'est plus dans une vision, et d'ailleurs le consortium le démontre, on n'est plus dans une vision qui est centrée uniquement sur la faculté de médecine, mais aussi sur l'écosystème qui est nécessaire pour déployer l'usage dans sa globalité. Mais ça veut dire aussi que c'est des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire qu'il faut développer au sein de l'université. Ça marche. Oui, donc il y a l'aspect développer les compétences en santé numérique, c'est ce qu'on a évoqué, hein. C'est-à-dire c'est quoi un dossier patient, comment on l'utilise, c'est quoi le système d'information hospitalier, comment on utilise un objet connecté, etc. Et puis il y a un autre aspect qui est la digitalisation finalement de l'enseignement. Et donc la digitalisation de l'enseignement, elle devient, je dirais, nécessaire, voire même probablement obligatoire aujourd'hui. Donc ça s'explique par plusieurs raisons, je pense. La première raison, c'est qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'étudiants et de moins en moins d'enseignants, donc de moins en moins de ressources humaines, des restrictions budgétaires. La deuxième raison, c'est qu'on a des étudiants, c'est une génération 2.0 hein, qui est très technologie, donc ils sont friands de technologie, donc il faut changer aussi les modalités pédagogiques pour qu'ils aient envie de travailler. La troisième raison, c'est que notamment dans le projet d'IGF Paris-Cité, on s'intéresse à la formation initiale, mais aussi à la formation continue. Donc il va falloir former les professionnels de santé aux compétences en santé numérique. Et là, pour le coup, on a beaucoup de retard. Et donc, comme on a beaucoup de retard, il va falloir former beaucoup de monde rapidement, en masse finalement, hein. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est que quand on s'adresse à ces professionnels, ils n'ont pas le rythme de vie d'un étudiant. Donc il y en a qui travaillent de nuit, de journée, etc. Donc il va falloir tendre vers des moyens pédagogiques qui peuvent être faits à distance
et en différé de chez eux, en fait, finalement. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'on va digitaliser l'enseignement. Et dans le cadre du projet DigiHealth Paris Cité, justement, grâce à nos partenaires, on va développer des nouveaux moyens pédagogiques, tels que les serious games, les quiz, les capsules, les conférences interviews, etc. Donc, nouveau format dans la manière de former. Et du coup, là, ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces diplômes sont intégrés dans les facultés de médecine, des Paris Descartes, Paris Diderot, etc. Vous intégrez ça dans le cursus de formation des médecins, des kinés, des infis, tout ça, et ça sera dans leur diplôme, ça comptera pour leur diplôme. Tout à fait. Il y a même un arrêté ministériel qui est sorti en 2022 qui dit que tous les étudiants en santé doivent avoir validé une certification en santé numérique avant la fin de leur 3e année d'études. Donc il y aura déjà ce premier niveau qui est obligatoire fixé par un arrêté ministériel, et on va aussi mettre en place d'autres formations. Comme je vous ai dit, il y avait des niveaux avancés et experts qui seront diplômants, aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels qui pourront par exemple suivre un diplôme universitaire et à la fin avoir un diplôme. Et ça, du coup, Nicolas, le fait que ça soit diplômant, est-ce que c'est valorisant pour vos professionnels de santé actuels? C'est-à-dire, il y a les nouveaux, comme vient de le souligner Rosie, qui vont, quelque part, ils n'auront plus le choix. De toute façon, voilà, ça va faire partie de leur cursus. Mais est-ce que le fait que ça soit des diplômants, ces formations, est-ce que ça peut être un moyen pour susciter des envies auprès des professionnels de santé qui aujourd'hui exercent dans une institution comme celle de la PHP? En tout cas, c'est important parce que c'est comme ça que le système marche, en fait. Pour le coup, les soignants ont l'occasion de passer beaucoup de diplômes de DU spécialisés, c'est intégré dans les réquisites de pratique, donc pour le coup, c'est vraiment s'insérer dans une espèce de logique globale et de considérer qu'il y a un niveau d'expertise minimal requis et être capable d'en attester. Donc ça montre en fait la normalisation de la santé numérique et quelque part son intégration dans des schémas un peu plus larges. Pour moi, on a besoin à la fois de ça, on a besoin que collectivement, on ait tous les règles d'hygiène numériques de base qui sont cruciales, notamment aux établissements de santé, où on a les enjeux de sécurité, de respect des données qui sont évidemment majeurs. Et puis on a besoin aussi, Rosie le disait, mais je trouve qu'on a besoin à la fois de faire rentrer dans ces sujets-là des professionnels de santé qui, pour l'instant, ne sont pas suffisamment, je trouve, mis au cœur de ces sujets, notamment les personnels paramédicaux, notamment les infirmières, parce que pour beaucoup travailler sur ces sujets-là, le paradoxe, c'est que les normes de pratique sont définies par les médecins, mais que ceux qui, à la fin des fins, vont se retrouver à être ceux qui vont à la fois utiliser ces outils et avoir la plus grande transformation de leur métier, ce sont les paramédicaux. Et donc, il y a là-dessus, il y a un espèce de petit pivot collectif à faire. Et je pense que l'offre de formation qui peut être construite, elle peut vraiment aider à ça. C'est-à-dire vraiment aider à ce que dans les métiers d'infirmière, demain, ça soit totalement pris en compte. Troisième élément, et je te jure que je finis là. Promis juré. Je trouve qu'on a aussi besoin de faire émerger, de rendre visible, d'asseoir une première génération de leaders médicaux sur ces sujets. Et donc moi, je crois beaucoup, je reviens à ma jeune génération de soignants, à des gens comme Nathan, à des gens comme plein d'autres. On a besoin qu'on ait cette première génération, qu'elle ait une assise, qu'elle partage son expérience, qu'elle puisse monter des projets un peu structurants, parce que c'est comme ça qu'on dépassera aussi le simple effet de cadre. Le simple côté, écoutez les gars, hier il fallait savoir ça, demain il faut savoir ça. Il faut être capable d'avoir des gens qui exemplifient et puis qui montrent qu'à la fin il y a un bénéfice clinique, un bénéfice de qualité de soins quotidien. Alors du coup, Alain, ça fait presque frémir d'entendre dire qu'on va avoir des dizaines de milliers, rien que sur la faculté de médecine de l'université Paris-Cité de professionnels. Voilà, de professionnels de santé, 4 millions en tout, qui vont être formés. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros aussi, voilà. 30 à 40 000. Mais c'est que le début, les 4 millions. Oui, c'est ça, c'est qu'un début. Enfin, 4 millions qu'on a obtenu de France 2030, mais c'est un budget de 12-13 millions au total. Voilà, c'est un budget de 12-13 millions, ce projet-là. Donc là, on change d'échelle, on n'est plus dans un projet dans un coin isolé. On change d'échelle, et c'est que le début.
il y en aura d'autres. Mais du coup, Alain, est-ce que ça fait pas frémir d'avoir en face de nous autant de professionnels de santé qui vont injecter du numérique? Tu le sens comment, toi, du côté du patient, du senior? Comment est-ce qu'il va absorber tous ces gens qui vont faire la prescription digitale, du suivi, etc., de manière massive? C'est bien, c'est pas bien? Je ne vais pas porter de jugement de valeur, mais tu as entendu la table ronde précédente, tu as entendu un usager non usé te dire qu'il fallait de l'humain et du technolo, mais pas du techno et de l'humain. Ça, c'est important. Après, les personnes âgées sont des personnes comme toi et moi. Elles ne sont pas plus bêtes que les autres. On voit le succès, par exemple, des robots conversationnels où ça apporte effectivement du bien et les personnes savent bien que c'est pas un humain, savent bien que c'est pas un chien ni un chat. Elles se trompent pas, elles font bien la différence. Après, sur toutes ces solutions digitales qui arrivent. On parlait tout à l'heure de 20 000 apps santé, je crois, sur le store, ou je ne sais pas combien. Je crois beaucoup à la gamification pour que ces usages, elles rentrent. Moi, je faisais pas mes 10 000 pas. Maintenant, je les fais parce que ma montre, avec son petit anneau vert, là, elle me dit fais tes trucs. Je reçois une petite médaille et ça marche bien. Donc, j'aimais beaucoup votre application, madame, sur le sport, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et après, un bémol quand même, est-ce qu'on connaît beaucoup d'applications où la technologie était une aide et à la décision, elle n'est pas devenue la décision elle-même? Je te prends un exemple qui n'a rien à voir avec la santé. Pour ceux qui regardent des matchs de football, regardez la VAR, c'était censé être une aide, maintenant c'est la VAR qui prend la décision à la place de l'arbitre. Donc attention à ça. On va terminer là-dessus, c'est un sujet pour... je propose qu'on ne le développe pas ce soir.